Je pense que ce n'est pas seulement l'Asie du Sud, mais il semble que le monde entier soit entraîné dans cette polarisation géopolitique. Et cela se produit non seulement au niveau des États, mais même au niveau des médias et du monde académique. C'est presque comme si les gens étaient poussés à prendre position. Soit vous êtes pro-Chine ou anti-Chine, pro-Occident ou anti-Occident. Donc il y a cette polarisation qui se produit dans le monde entier. Mais c'est certainement très intense en Asie du Sud. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité, et aujourd'hui je parle avec le Dr Asoka Bandaraj. Le Dr Bandaraj est une politologue sri-lankaise et l'auteur du livre « Crise au Sri Lanka et dans le monde », dans lequel elle analyse les origines coloniales et néolibérales des problèmes économiques et politiques de son pays. Elle soutient également que les mêmes mécanismes maintiennent une grande partie du monde en développement dans un état de pauvreté et de lutte interne constante. J'ai parlé au Dr Bandaraj il y a presque 2 ans de son livre, et aujourd'hui, nous voulons faire une mise à jour sur ce qui se passe en et autour de l'Asie du Sud et les promesses incertaines du nouveau monde multipolaire pour les petits États. Dr Bandaraj, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau, je l'apprécie vraiment. Merci beaucoup d'être revenu en ligne. Vous avez récemment écrit un article que vous m'avez envoyé et je l'ai publié sur mon Substack à propos de la façon dont le monde se présente pour les petits États autour des grands géants que sont l'Inde et la Chine. Bien que le monde multipolaire et les BRICS aient beaucoup de promesses, l'expérience du Sri Lanka suggère que nous devons être un peu prudents. Je veux dire, ce n'est pas tout rose et idyllique. Pouvez-vous peut-être expliquer un peu ce que vous avez exposé là-bas? Oui, je pense que de la part de certains progressistes, tant en Occident que dans ce qu'on appelle le Sud global, il y a beaucoup d'optimisme quant à la montée des BRICS et à un monde multipolaire. Il ne fait aucun doute qu'un nouvel ordre international est nécessaire alors que les États-Unis et l'Occident perdent leur domination dans le monde. Les BRICS ont été établis pour apporter cette multipolarité et cette diversité aux structures économiques et politiques. Mais quand on regarde vraiment ce qui se passe, on constate que les pays des BRICS suivent également le même modèle économique pour commencer, de croissance capitaliste compétitive, de domination technologique et de surveillance menant à de grandes inégalités dans leur pays, ainsi qu'à une destruction économique. De plus, il y a beaucoup de disparités dans les dynamiques de pouvoir entre les grands pays et les petits pays, comme je l'ai discuté dans 2 articles récents sur les relations Inde-Sri Lanka. Pouvez-vous peut-être donner des exemples de cette relation entre l'Inde et le Sri Lanka, dans lesquelles vous pensez que les dynamiques de pouvoir ne se prêtent tout simplement pas à un monde plus équitable? Oui, je pense que pour comprendre cela, nous devons l'examiner non seulement en termes de politique, mais aussi d'économie. Lorsque des pays se trouvent dans des situations économiques difficiles, comme la crise au Sri Lanka en 2022, ils deviennent redevables à des puissances plus grandes. Il existe une littérature à ce sujet, suggérant que la crise économique de 2022 au Sri Lanka, en particulier le défaut de paiement, aurait pu être évitée. Des prêts bilatéraux étaient disponibles, mais au lieu de cela, le Sri Lanka a été poussé à opter pour un renflouement et une restructuration du FMI, ce qui a essentiellement éloigné le Sri Lanka de la sphère d'influence de la Chine vers la domination occidentale et du FMI. Ainsi, lorsqu'un pays est économiquement dans le besoin et pratiquement à genoux, d'autres puissances peuvent venir et faire des demandes en échange des prêts et de l'aide qui sont accordés.
loans and aid that is given. One, of course, is well known, the IMF conditionality. L'une, bien sûr, est bien connue, les conditionnalités du FMI. Lorsque le FMI renfloue un pays, il impose de nombreuses conditions qui doivent être remplies pour augmenter les recettes de l'État et réduire les dépenses publiques. Le poids de ces conditions retombe souvent sur les gens ordinaires lorsque les tarifs augmentent et lorsque les services sociaux comme la santé et l'éducation sont réduits. De plus, la privatisation des secteurs publics peut entraîner du chômage pour les personnes travaillant dans ces secteurs, avec très peu d'avantages économiques réels pour le pays. Cela s'est produit non seulement avec le FMI, mais aussi avec l'Inde. L'Inde a fourni quelque chose comme un plan de sauvetage de 4 milliards de dollars, qui comprenait des échanges de devises, des échanges commerciaux et des prêts, permettant au Sri Lanka d'acheter des produits essentiels qui lui manquaient à ce moment-là, essentiellement en provenance de l'Inde. Et cela a également conduit à de nombreux avantages pour les entreprises indiennes opérant au Sri Lanka. L'Inde a utilisé cet avantage pour faire de nombreuses demandes au Sri Lanka. Certains de ces récents protocoles d'accord signés avec l'Inde sont également dus à l'augmentation du pouvoir économique de l'Inde sur le Sri Lanka. Ainsi, un pays se trouvant dans une situation économique difficile et donc redevable à des puissances extérieures peut également entraîner une perte de souveraineté, d'indépendance politique et des menaces pour sa sécurité nationale, ce que nous commençons à voir dans la relation indo-sri-lankaise, notamment avec la signature d'un accord de défense entre le Sri Lanka et l'Inde. D'accord. Si je me souviens bien de votre argument, vous dites que cet accord de défense, en dehors du protocole d'accord de défense, en plus de ne pas savoir exactement ce qui a été convenu, comporte également un risque plus élevé qu'il y ait effectivement des clauses concernant d'une manière ou d'une autre la coopération militaire avec les États-Unis qu'entretient l'Inde dans le cadre quadrilatéral. Et vous êtes très inquiet que le Sri Lanka soit entraîné par nécessité économique dans un cadre militaire qui pourrait ne pas du tout être bénéfique pour l'île. Absolument, car le Sri Lanka a une tradition d'être un État non aligné et a été un leader du mouvement des non-alignés par le passé. Mais plutôt que d'équilibrer ces différentes puissances qui tentent toutes de contrôler le Sri Lanka, celui-ci est désormais intégré dans l'alliance quadrilatérale dont l'Inde fait partie. Encore une fois, vous établissez ce lien entre l'économie et les processus politiques. Le cœur de l'argument est que tant que les petits États dépendent économiquement de l'aide, surtout de l'aide qui se présente sous différentes formes, notamment ces mécanismes de restructuration de la dette, ils sont liés aux problèmes que les petits États, en particulier les États en développement, s'endettent en devises étrangères. La dette est libellée en dollars américains ou en roupies indiennes. Et ensuite, vous n'avez d'autre choix que de commencer à emprunter ou à supplier ces États de vous donner plus de roupies et de dollars. Donc avant de critiquer les États-Unis et l'Europe pour avoir créé ces pièges de la dette, pensez-vous que l'Inde et la Chine aussi s'engagent dans une diplomatie du piège de la dette afin d'avoir leur mot à dire ou d'imposer leur volonté? Oui, absolument, parce que la Chine a été critiquée pour l'accord sur le port de Hambantota. Le port de Hambantota, qui est situé à un emplacement stratégique, a été loué aux Chinois pour 99 ans. Même si ce n'était peut-être pas une conversion directe d'une dette en remboursement de dette, c'était néanmoins un accord conclu par nécessité urgente, car le Sri Lanka était dans une situation d'endettement et avait besoin de plus de devises étrangères. Et certainement avec l'Inde, c'est la même chose. Je veux dire, c'est la nécessité économique
qui conduit à beaucoup de ces accords, y compris l'interconnexion du réseau électrique avec l'Inde, un pipeline multiproduits pétroliers, et ainsi de suite. Beaucoup de ces initiatives ont été lancées par l'Inde, mais le Sri Lanka a suivi. Mais je pense que pour comprendre cette connexion politico-économique, nous devons examiner ses racines même pendant la période coloniale, avec l'introduction des économies d'import-export et des termes de l'échange qui étaient biaisés contre les pays du Sud. Même à l'ère post-indépendance, les termes de l'échange se sont détériorés pour les pays du Sud global. Ensuite, il y a eu le mouvement des non-alignés. Le mouvement des non-alignés n'était pas seulement un phénomène politique où les pays ex-coloniaux voulaient se tenir à l'écart de la guerre froide et des deux groupes opposés, mais ils réclamaient réellement de nouvelles voies de développement économique, le droit pour ces pays de poursuivre leur propre voie de développement. Ainsi, vous avez le nouvel ordre économique international que de nombreux pays du Sud global réclamaient afin d'obtenir de meilleures conditions commerciales dans leurs relations avec le Nord global. Et cela a été discuté, vous savez, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ensuite, certains de ces pays nationalisaient des plantations et des entreprises étrangères, comme, par exemple, le canal de Suez en Égypte, des programmes de substitution aux importations et diverses autres tentatives ont été faites pour que ces pays deviennent économiquement autosuffisants et s'éloignent de la dépendance économique. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réaction contre cela. Le mouvement des non-alignés et ses tentatives d'autonomie politique et économique ainsi que de lutte collective progressaient des années 1960 jusqu'à la fin des années 70 environ. Et puis le néolibéralisme a été introduit et il y a eu une sorte de sabotage de ces premiers efforts de décolonisation. Des pays comme le Sri Lanka ont été intégrés dans le giron du néolibéralisme avec les réglementations, la privatisation, les réductions des aides sociales et une véritable poussée pour la production d'exportation. Ainsi, bon nombre des problèmes que vous observez aujourd'hui découlent de ces développements historiques. Oui, je suis complètement d'accord. Toute l'astuce dans les années 60, 70, 80, 90 et au début des années 2000 était de s'éloigner du contrôle politique direct pour passer à un contrôle indirect. Vous savez, encore une fois, avec le piège de la dette, n'est-ce pas? En étant capable d'ouvrir le flux monétaire ou de le fermer, et selon ce que vous faites, la politique dans le pays s'ajuste et change. Et d'ailleurs, quand cela ne fonctionnait pas dans certains pays, les États-Unis intervenaient souvent directement, comme au Chili, où M. Allende a été évincé, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un pays change de modèle social, cela est alors directement contrecarré, car les modèles sociaux et politiques sont directement connectés. Maintenant, nous entrons dans ce nouveau monde où nous avons plus d'acteurs. Donc, en théorie, cela devrait donner aux petits États comme le Sri Lanka plus d'options pour négocier des accords commerciaux bénéfiques. Mais la réalité, du moins jusqu'à présent, n'est pas encore tout à fait là. Ou pensez-vous que le Sri Lanka est maintenant dans une meilleure position pour essayer d'obtenir des accords bénéfiques avec ses partenaires? C'est certainement pas ce qui se passe actuellement, car c'est le même modèle qui est poursuivi. C'est toujours le néolibéralisme, vous savez. C'est le même modèle économique qui privilégie le profit au détriment de la protection de l'environnement et de la protection sociale. De nouveaux acteurs émergent, mais c'est toujours le même modèle de néolibéralisme. Margaret Thatcher avait dit qu'il n'y a pas d'alternative au néolibéralisme, mais cela doit vraiment être remis en question à ce moment très critique dans le monde. Il y a une acceptation de ce modèle particulier de développement technologique et capitaliste comme une sorte de don de Dieu.
technological and capitalist development as kind of a God-given. There is no alternative, that this is the only way. Il n'y a pas d'alternative. C'est la seule façon pour l'humanité de survivre. Mais je pense que c'est le moment où il devrait y avoir des expérimentations et de la place pour différents modèles de développement économique qui placent la durabilité environnementale et la survie des sociétés et des cultures avant les profits à court terme. Et je pense que cela ne reçoit pas beaucoup d'attention parce que même les progressistes disent « D'accord, vous savez, maintenant nous allons avoir un monde multipolaire. » Donc, la domination des États-Unis s'effondre et la domination occidentale s'effondre. Mais passons-nous vraiment à un système différent? Je le vois aussi. C'est assez intéressant. Nous avons des États qui, dans ce monde multipolaire, ont désormais des logiques économiques internes différentes. Un expert chinois a un jour souligné que la Chine est une économie de marché, mais pas un État capitaliste, parce que le capital ne détient pas le pouvoir politique en Chine. L'élite politique détient le pouvoir politique et parfois même détruit des industries et des secteurs prospères, ou les réprime si elle décide que cela est socialement injuste, inopportun ou quelque chose qu'elle ne veut pas avoir. Un exemple serait la manière dont l'État chinois a réprimé l'industrie du jeu vidéo, ou certains dirigeants d'entreprises comme Jack Ma. Donc, Ma avait tout l'argent, mais il n'avait pas le pouvoir. Maintenant, au sein du système international, il semble que ce soit encore, comme vous le dites, fermement enraciné dans le capitalisme. Les États avec le capital sont ceux qui prêtent aux États sans capital et obtiennent ensuite, en retour, des choses comme des ports, l'accès et des accords commerciaux, n'est-ce pas? Et cela est probablement là pour rester aussi dans le monde des BRICS, dites-vous. Oui. Et même en Occident, l'État travaille très étroitement avec l'élite milliardaire. Je veux dire, il y a une convergence des intérêts des deux. Donc, ce n'est pas simplement qu'il y a un marché libre et que l'État n'est pas impliqué. Ce n'est vraiment pas le cas. Dans les structures de pouvoir politique et économique travaillent ensemble. Donc, je pense que c'est pour cela que nous devons vraiment parler d'envisager un autre type de monde. Et l'autre chose est que cette croissance techno-capitaliste elle-même doit être remise en question. Et cela n'est pas vraiment remis en question dans les cercles politiques. La biotechnologie, l'IA, essentiellement, la manipulation génétique de la vie et la domination de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cela fait à l'humanité et à notre position en tant qu'espèce dans la nature? Y a-t-il vraiment un avenir pour l'humanité et la vie sur Terre en poursuivant cette croissance technologique et de marché non régulée et effrénée? Il y a donc des questions philosophiques très fondamentales qui doivent être posées. Et c'est le moment de les poser. Où mettons-nous les limites en termes de croissance technologique, en termes de croissance des entreprises? Et qui pose ces questions? C'est un point très juste. L'autre problème est alors de savoir qui aurait le pouvoir de réellement, vous savez, changer le système. Le problème est que le système se maintient en vie. C'est pourquoi c'est un système en premier lieu. Mais permettez-moi peut-être de vous interroger sur ce qui se passe en Asie du Sud, en fait, car nous avons vu beaucoup de changements politiques, n'est-ce pas? Le Sri Lanka, le Bangladesh et le Pakistan ont tous connu un changement de régime au cours des 2 ou 3 dernières années. Ils semblent tous être d'une manière ou d'une autre liés aux États-Unis et à l'Inde et à la lutte entre eux. Pouvez-vous peut-être expliquer un peu la situation en Asie du Sud en 2025? Je pense que ce n'est pas seulement l'Asie du Sud, mais il semble
que le monde entier soit entraîné dans cette polarisation géopolitique. Et cela se produit non seulement au niveau des États, mais aussi au niveau des médias et du monde académique. C'est presque comme si les gens étaient poussés à prendre position. Soit vous êtes pro-Chine, soit anti-Chine, pro-Ouest ou anti-Ouest. Donc il y a cette polarisation qui se produit dans le monde entier. Mais c'est certainement très intense en Asie du Sud. Comme ce qui s'est passé au Bangladesh après la chute du dernier régime, le régime de Sheikh Hasina, il y a eu beaucoup de mécontentement, notamment à propos de la connexion du réseau électrique avec l'Inde, et le nouveau gouvernement a cherché le soutien de la Chine, tout comme le Myanmar. C'est aussi pourquoi l'Inde cherche peut-être à avoir un plus grand contrôle sur le Sri Lanka, car il y a une sorte de division entre les pays pro-Chine et les pays pro-Ouest plus l'Inde. Cette polarisation est vraiment nuisible à la paix dans la région, car elle conduit également à la militarisation de l'océan Indien. Je viens de lire qu'un navire pakistanais a été empêché d'entrer dans les eaux sri-lankaises. Je n'ai pas tous les détails. J'ai juste vu les gros titres parce que l'Inde n'a pas aimé cela. Donc, vous savez, cela intensifie vraiment cette polarisation et la montée en puissance de la nouvelle guerre froide. Donc, en un sens, votre argument est que les petits États, en particulier comme le Sri Lanka, mais même des États comme le Bangladesh, et le Bangladesh est en fait un grand État, n'est-ce pas? Il a une énorme population. C'est juste une masse terrestre relativement petite par rapport à la taille de sa population. Mais ces États plus faibles doivent faire un effort actif pour ne pas s'aligner et dire à tout le monde « Regardez, je vais être ami avec la Chine, avec l'Inde et avec les États-Unis aussi d'ailleurs, et ensuite prendre position pour cela. Sinon, vous allez être exploité par l'un ou l'autre. » Oui, et la même chose est arrivée aux Maldives. Les Maldives avaient essayé de lancer un programme Inde dehors. Mais ensuite, vous savez, ça a vraiment affecté le commerce touristique. Et les Maldives sont revenus à recevoir une aide économique de l'Inde. Donc, oui. Et aussi, de nos jours, il y a peu de connexion entre les petits États entre eux, car c'était aussi le modèle colonial. La relation était avec les pays impériaux et la périphérie. Et les pays périphériques n'avaient pas beaucoup de connexion entre eux. Bien que pendant la période de décolonisation et le mouvement des non-alignés, il y ait eu un véritable épanouissement de ces connexions entre eux. Et je pense que cela doit vraiment être davantage développé, surtout en cette période de transition vers un nouvel ordre mondial. Oui, je veux dire, en un sens, l'idée originale derrière le mouvement des non-alignés était d'être la première fois un club de pays en dehors du domaine des anciens colonisateurs, mais aussi une union du monde qui ne veut pas tomber dans le système des blocs. Et comme nous le voyons maintenant, nous n'avons pas un système à 2 blocs, mais un système multi-blocs qui semble se former. Donc, en un sens, ce qui est nécessaire, c'est une alliance des petits États qui veulent naviguer entre les deux et une alliance neutre afin d'avoir un contrepoids à cela. Oui, et aussi que les militants pour la paix et les citoyens concernés dans les pays du Nord peuvent soutenir ces mouvements, car il existe désormais des moyens de communication plus faciles entre eux, de sorte que cela puisse être un mouvement mondial pour un monde plus juste et durable qui rassemble des personnes du Nord et du Sud. Ce n'est pas les gens contre les gens, mais plutôt ces blocs de pouvoir qui se font concurrence et essaient d'entraîner les populations et les pays dans cette polarisation, ce qui est le problème. Oui, donc les dynamiques sous-jacentes ne changent pas. Ce qui change, c'est simplement l'emplacement des centres de pouvoir.
Oui, et c'est pourquoi je pense qu'il est important d'avoir des conversations à ce sujet et que de plus en plus de personnes comprennent ce qui se passe et développent des réseaux de soutien. De plus, vous savez, les discours sont importants. Malheureusement, les Nations unies sont également passées sous le contrôle des intérêts des entreprises, car sinon ce serait l'endroit logique pour avoir certains de ces types de conversations et d'efforts. Par exemple, la déclaration pour faire de l'océan Indien une zone de paix était une déclaration faite aux Nations unies et a été menée par le Sri Lanka. Beaucoup des nouvelles déclarations sur l'ordre économique international sont également passées par les Nations unies. Donc, vous savez, il doit y avoir un forum mondial pour ces efforts qui existait d'une certaine manière dans les années 60 et 70, mais pas autant aujourd'hui. Ce qui est assez étrange, car on pourrait penser que c'est le moment pour nous de nous développer, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, nous avons à proximité un club qui, à mon avis, ressemble davantage à ce que vous envisagez, et c'est l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Comment se développent les relations du Sri Lanka et du Bangladesh avec l'ASEAN? Parce que j'ai lu récemment que le Bangladesh envisageait ou qu'il y a des discussions sur l'adhésion du Bangladesh à l'ASEAN. Pensez-vous que cela se développe ou se produise bientôt? Je pense qu'il y a certains efforts en cours, je ne suis pas très familier avec cela, mais il y avait aussi la SAARC, l'Association des pays d'Asie du Sud, qui est vraiment devenue très faible et pratiquement inexistante, du moins à ma connaissance. Donc, il y a certains cadres et structures qui peuvent être ressuscités si de plus en plus de personnes s'efforcent de les rendre ainsi. Vous avez également beaucoup étudié l'économie. Afin de prévenir, dans le monde multipolaire à venir, ce modèle de piège de la dette comme moyen de contrôle politique, quel serait, selon vous, le mécanisme global essentiel nécessaire pour donner aux petits États accès à la monnaie sans créer une incitation à la corruption et au gaspillage, mais qui leur permettrait de contourner l'influence, disons, du capital mondial sur les petits États? Avons-nous besoin d'une forme de banque internationale véritablement indépendante? Avons-nous peut-être besoin du développement d'une certaine infrastructure monétaire pour avoir accès aux échanges? Qu'est-ce qui manque encore et qui pousse les pays dans les bras de l'un ou l'autre bailleur de fonds? D'accord. Je veux dire, je pense que les BRICS ont été établis avec cette intention. La nouvelle banque de développement, la banque de développement des BRICS, a été envisagée pour cela. Et dans une certaine mesure, vous savez, ils sont devenus une source alternative de soutien financier. Donc, ces structures sont vraiment nécessaires pour avoir, vous savez, des sources alternatives, des systèmes de paiement et des institutions financières alternatives. Et il y a du travail qui se fait sur ces fronts. Mais je pense aussi que tout ce modèle d'exportation-importation et la dépendance au financement externe doivent être remis en question, surtout s'il y a une sorte de crise alimentaire qui se profile dans un avenir proche. La nécessité de la souveraineté alimentaire ou de l'autosuffisance alimentaire dans les pays où cela est possible est cruciale. Je pense que la plupart des pays sont capables de subvenir à leurs besoins, mais ils sont poussés dans ce modèle d'exportation-importation. Par exemple, dans la stratégie nationale intégrée pour le Sri Lanka rédigée par les États-Unis, il y a un effort délibéré pour éviter la substitution des importations et promouvoir la production pour l'exportation. C'est le cas, vous savez, avec le FMI, la Banque mondiale et toutes les institutions dominantes qui ont toujours poussé dans ce sens. Ce qui est vraiment juste, une façon pour les pays plus riches de dire aux pays plus pauvres, vous ne pouvez pas avoir des coûts de main-d'œuvre plus élevés.
Votre main-d'œuvre doit être aussi bon marché que possible, parce que nous voulons les biens de vous, créés par vous, et les importer aussi bon marché que possible. Et maintenant, nous avons atteint le point où le plus grand, le chef de file, se plaint même que cela n'est pas juste. Cela crée un déséquilibre. Ce qui est comme oui, c'est intégré dans le système. Vous obtenez plus que ce que vous investissez. Mais ensuite, je veux dire, c'est juste à quel point la situation est folle. So, This is just how lunatic the situation is. But a core issue here is, of course, that mais un problème central ici est bien sûr que chaque pays a sa propre monnaie, et les entreprises de chaque pays veulent être payées dans cette monnaie, mais ont également besoin d'accéder à d'autres devises pour payer la main-d'œuvre dans d'autres pays. Cela crée beaucoup de problèmes avec les taux de change et l'accès à ces devises. a lot of problems with Pensez-vous que si nous avions un mécanisme d'échange universellement accepté à l'échelle mondiale pour que les devises soient simplement échangées entre elles, cela aiderait? Nous avons cela dans une certaine mesure, mais pas à grande échelle. Cela aiderait-il? we have that to a certain degree, but not on a massive level. Would that help? Yeah, I think it would help. But my own work Oui, and je pense que interest is cela not so aiderait. much in terms of those Mais mon mechanisms, propre travail et intérêt ne se situent pas tant au niveau de ces mécanismes, mais plutôt en termes de biorégionalisme et d'autosuffisance alimentaire, global financial qui doivent compléter ces changements financiers dans l'architecture financière mondiale, si vous voulez. Passer d'un plus grand nombre de banques et de différents modes de swap de devises à des économies locales devenant plus structurées autour de leurs écosystèmes, environnement, traditions locales et culture, car c'est finalement la voie à suivre. Vous pouvez voir, même pendant la crise du Covid et ensuite la crise en Ukraine et les problèmes de chaîne d'approvisionnement, à quel point la dépendance à l'import-export est vulnérable pour les moyens de subsistance des gens. export dependence is people's livelihoods. So that where it's possible, like a country like Sri Lanka, with all these Ainsi, là où c'est possible, comme un pays comme le Sri Lanka avec toutes ses ressources, il peut devenir plus autosuffisant. Cela ne veut pas dire qu'il devrait s'agir d'un système autarcique sans aucune connexion avec le monde plus large. Mais bien sûr, cela nécessite des changements de valeur et des changements dans le modèle économique fondamental où l'accent n'est pas seulement mis sur la croissance des exportations et le profit, mais aussi sur l'autosuffisance et les moyens de subsistance des gens. C'est une autre chose majeure, la création de moyens de subsistance, qui est maintenant vraiment affectée par l'IA, même dans le Sud global. Et cela doit être pris en compte dans l'élaboration des politiques économiques, non pas simplement pour déplacer les gens. Fournir aux gens des moyens de subsistance est essentiel à leur identité en tant qu'être humain et à leur survie. Donner une sécurité sur réévaluation très fondamentale de l'économie. fundamental rethinking of economics. Yeah, your critique goes really to the heart of the Oui, capitalist model. votre critique touche vraiment au cœur du modèle capitaliste et aussi du modèle d'économie de marché, n'est-ce pas, de la croissance constante. Et actuellement, en 2025, je dirais que vous avez absolument raison. Je veux dire, nous sommes fermement, complètement, totalement encore ancrés dans le modèle économique que nous avons fini par appeler le capitalisme, qui vient avec tous ses hauts et ses bas. Le modèle des BRICS et du monde multipolaire est encore un modèle mondialisé. Il est toujours basé sur l'idée de croissance à tout prix. En fait, je ne vois aucun mouvement vers un changement à cet égard. Je pense que même les États des BRICS, Chine, Brésil, Inde, sont en réalité assez satisfaits des fondamentaux. Ils ne remettent pas en question les fondamentaux, ils remettent en question les mécanismes par lesquels les fondamentaux sont ensuite réalisés. Et votre argument est que pour les petits États comme le Sri Lanka, ce n'est en fait pas une stratégie gagnante à long terme. Sri Lanka, that's actually not a long-term winning strategy. Yes, I mean, even for the more powerful Je veux dire, states, même pour les États plus puissants, il se peut que suivre une croissance non régulée et effrénée, ainsi qu'une expansion technologique et commerciale au détriment de la protection de l'environnement et de l'humain, ne soit pas une stratégie gagnante à long terme.
C'est donc une question existentielle pour l'humanité dans son ensemble et pour la vie sur la planète. Ce n'est pas seulement pour les pays du Sud. Ils le ressentent davantage parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser au même niveau dans le système actuel. Nous avons certains efforts au niveau de l'ONU, notamment bien sûr la transition des objectifs du millénaire pour le développement aux objectifs de développement durable, les ODD. C'était en quelque sorte une initiative pour évoluer vers une compréhension économique différente de ce qui est souhaitable et de ce qui ne l'est pas. Pensez-vous que la voie des ODD est celle à suivre et devrait peut-être être intégrée dans le modèle des BRICS lui-même? Oui, je veux dire, c'est certainement bien plus progressiste que la croissance non régulée et le néolibéralisme, car le modèle des ODD, comme certaines autres initiatives basées sur l'ONU, parle des 3 P, profit, personne et planète. Donc au moins cela inclut les personnes et la planète, pas seulement le profit. C'est certainement un pas en avant. Même si nous parlons de la régulation des entreprises et de la mise en place de certaines limites à la croissance, c'est certainement bien plus avancé que ce que nous avons aujourd'hui, qui est une sorte de capitalisme prédateur. C'est juste un monde hobbesien, où des entreprises comme celle d'Adani peuvent s'emparer des ressources et faire ce qu'elles veulent avec très peu de responsabilité. Mais en plus des ODD et des efforts de type ONU, il existe également des efforts plus marginaux qui apportent beaucoup de sagesse, comme le mouvement de transition basé en Europe où il parle d'utiliser des sources d'énergie renouvelables, d'abandonner les combustibles fossiles, d'une idée d'économie communautaire, de démocratie participative et de protection culturelle. Certains de ces efforts, comme le mouvement de transition, se sont répandus dans de nombreux pays à travers le monde. Et il y a des groupes qui appellent à une plus grande localisation de l'énergie et du développement économique. Donc il y a des efforts, mais ils ne sont pas encore devenus courants. Néanmoins, il y a des groupes et des collectifs qui travaillent dans ce sens. Et ceci, en se joignant à certains des efforts pour réguler le capitalisme et les objectifs du millénaire pour le développement, etc. serait la voie à suivre plutôt que les BRICS adoptent le même modèle prédateur de capitalisme, se concurrençant entre eux et entraînant les petits pays dans leur bloc de pouvoir, ce qui semble malheureusement être le cas. Je suis d'accord. Je pense que c'est ce qui se passe. Nous ne changeons pas l'ADN fondamental, le système d'exploitation. Nous modifions un peu la configuration de l'ordinateur, comme ajouter des logiciels supplémentaires, mais le système d'exploitation reste le même. Je ne saurais pas comment m'y prendre, mais je pense que c'est une très bonne question. Parce que si le système d'exploitation ne change pas, alors le résultat ou le fonctionnement du système ne peut pas être attendu d'avoir de nouvelles caractéristiques fondamentales, n'est-ce pas? Voyez-vous, peut-être comme dernière question, où iriez-vous chercher pour avoir ce débat mondial? Vous avez déjà mentionné les Nations Unies, mais nous savons que les Nations Unies sont aussi très très lentes et très très politiquement bloquées. Alors, quels sont les meilleurs endroits pour avoir cette nouvelle discussion sur ce qu'est une bonne configuration sociale? Nous n'avons pas eu cela depuis l'effondrement de l'Union soviétique, n'est-ce pas? Depuis l'effondrement du modèle communiste, nous n'avons pas fondamentalement remis en question la configuration économique. Oui, je veux dire, évidemment, nous avons besoin d'une transformation de la conscience. Et cela doit se produire dans tous les secteurs différents, de l'académie aux médias, en passant par la religion, la démocratie électorale, la politique. Vous savez, cela doit se produire dans de nombreux domaines différents et ça doit commencer par chaque individu. Maintenant, il y avait un documentaire,
je ne sais pas si vous l'avez vu, appelé Demain, qui a été réalisé par 2 vidéastes français. C'était il y a quelques années. J'avais l'habitude de le montrer dans mes cours. Et c'est tout simplement inspirant de voir qu'il y a en fait des gens qui essayent de mettre en pratique cette vision d'un nouveau monde plus juste et plus durable dans leur lieu de travail, dans leur communauté, dans leurs écoles par exemple, en commençant par le système scolaire primaire. Il y a donc des efforts, mais pour les utiliser dans la conversation et les amener dans différents domaines, je pense qu'en tant qu'éducateur, vous savez, c'est un travail nécessaire qui doit être fait, plutôt que de céder à l'idée qu'il n'y a pas d'alternative. Comme l'a dit Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Nous ne pouvons pas dire cela parce que c'est créé par l'homme, et cela appelle à un changement des valeurs. Parce que maintenant, c'est comme si l'économie dictait, la croissance dictait, plutôt que, vous savez, l'esprit de générosité, de compassion, de sagesse, qui font également partie intégrante de l'expérience humaine. Alors que le modèle que nous avons aujourd'hui ne soutient pas ces valeurs. Donc cela revient vraiment à ce qui est le plus important. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Je veux dire, toutes ces valeurs seront toujours là. Le conflit, mais l'une est tellement dominante par rapport à l'autre que nous devons en quelque sorte rééquilibrer non seulement l'ordre mondial des différents États, mais aussi les valeurs et notre conscience. Nous devrions peut-être inviter le Bhoutan à cette discussion, car ils sont peut-être les plus progressistes en matière d'idées politiques, pour recentrer notre attention sur les questions les plus importantes de la vie, avec leur modèle de bonheur national brut. C'était une discussion très intéressante, et je vous remercie d'avoir effectivement souligné ces questions, sur lesquelles, même dans un monde multipolaire, nous devons encore travailler. Si les gens veulent trouver vos écrits, où devraient-ils aller? Vous pouvez visiter mon site web qui est www.bandaraj.com. La plupart de mon travail s'y trouve. Je mettrai ce lien dans la description pour que vous puissiez le trouver là-bas. Madame Asoka Bandaraj, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal. Je suis vraiment reconnaissant d'être invité à votre émission et merci beaucoup pour le travail que vous faites car vous élargissez le débat et le portez à un public plus large. C'est donc un travail très important. Merci. Nous allons essayer de l'élargir et nous allons essayer d'inclure la société civile, car c'est le rôle de la société civile de concevoir les 100 prochaines années de développement mondial. Merci. Merci.